de l'offre, crise climatique, comment le logement dans le Grand Paris peut surmonter ces nouveaux défis. Vous le savez, c'est le rapport que tous les professionnels que vous êtes ici attendent avec impatience, le rapport de François Rebsamen sur la relance de la construction neuve. Vous le savez, dans cette belle région capitale, il y a un écart de 1 à 10 entre l'offre et la demande de logements sociaux. De l'autre, le gouvernement vient aussi de réinjecter 2 milliards d'euros pour MaPrimeRénov', en attendant la désormais fameuse, la RE 2020, la réglementation environnementale des bâtiments neufs, qui commencera à s'appliquer dès le 1er janvier prochain. Pour en parler avec nous, j'invite à monter sur scène Emmanuelle Wargon, ministre du Logement. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci. Je crois que... Avant même que vous commenciez, j'ai quand même envie de vous poser une question qui nous brûle les lèvres depuis 4 ans qu'on fait cet événement. Madame la ministre, où est passée la promesse présidentielle du choc d'offres, qui consistait à construire plus, mieux et moins cher? Bon, le Covid est passé par là, on est d'accord. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à tous et je suis ravie d'être là cette année, comme lors de l'édition précédente, pour parler logement. Bien sûr que le projet du Grand Paris, c'est un projet de transport, mais c'est aussi un projet d'aménagement, c'est un projet de développement économique, et ça doit être un projet de logement puisque c'est l'un des sujets qui sont les plus importants pour nous aujourd'hui à l'échelle française, à l'échelle francilienne et à l'échelle du Grand Paris. Oui, il y a une crise de l'offre. Donc effectivement, la question que vous posez est de façon un peu provocante mais légitime. Qu'a-t-on fait pour l'offre ? On a fait des choses pour l'offre, et vous le savez, notamment dans le cadre de la loi Elan, dans laquelle il y a eu beaucoup de mesures. Mais en réalité, il s'est passé un choc conjoncturel, et puis nous vivons une crise de culture sur l'offre. Et donc évidemment, c'est difficile. Le choc conjoncturel, on le connaît tous, c'est le mélange de la crise Covid d'un côté et d'élections municipales qui ont pris plus de temps de l'autre, avec une installation progressive des exécutifs municipaux. Et le résultat de tout ça, c'est une baisse des permis de construire entre 15 et 20% à l'échelle nationale, une reprise en 2021 qui n'est pas mauvaise globalement, puisque en tendanciel permis de construire France entière, on est revenu à 433 000 en rythme annuel, donc on est sorti de la zone de marasme dans laquelle on était. Et en Île-de-France, les permis de construire sont à plus 35%. Entre mai et juillet 2021 par rapport à la même période 2020. Donc ça reprend. Mais ça ne reprend pas assez. On est toujours en deçà de nos objectifs de construction, en particulier dans le logement collectif en zone tendue. Et pourquoi c'est difficile ? C'est parce que ce n'est pas un sujet mécanique, c'est un sujet politique. Donc on peut déverrouiller un certain nombre de choses, et on y reviendra avec la commission Rebsamen, mais c'est un sujet politique que la crise de l'offre, c'est d'abord une crise de l'acceptabilité de l'offre nouvelle de logement. C'est une crise de modèle dans laquelle des tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant et qui se sont accélérées et renforcées pendant le Covid font que les nouveaux habitants ont tendance à penser que c'était bien qu'ils arrivent, mais que ce sont les derniers. Et qu'il n'y a vraiment pas de raison qu'il y ait des nouveaux. Et c'est d'abord un problème d'acceptabilité citoyenne, parce que sur ce sujet, moi, je ne crois pas qu'on ait un problème de relation avec les maires et les élus locaux. On a besoin que les maires signent des permis de construire, mais si les maires sont réticents à signer des permis de construire, ça n'est en général pas pour des raisons de doctrine ou pour des raisons idéologiques, c'est parce que les habitants eux-mêmes sont réticents à l'arrivée de nouveaux habitants. Parce que la crise a exacerbé le refus de la densité, la volonté d'avoir plus d'espace, un urbanisme apaisé. Et qu'on n'a pas encore totalement refait la démonstration qu'on sait construire en répondant à la fois aux besoins collectifs qui dépassent les besoins de chacun des habitants, tout en répondant aux attentes individuelles. Et donc cette crise de l'offre, c'est une crise du modèle de construction. Et c'est pour ça que je souhaite y répondre, à la fois avec une vision à court terme et avec un travail sur le moyen terme. Alors, la vision à court terme, vous l'avez citée, et vous n'aurez pas de scoop aujourd'hui parce que le calendrier ne le permet pas. J'ai essayé avec votre cabinet, mais j'ai pas Voilà, réussi. mais la réponse est non. J'en suis désolée. C'est la commission Rebsamen. Elle se réunit aujourd'hui. François Rebsamen rend son rapport au Premier ministre et à moi-même demain. Et les annonces seront rapides après.
Mais on va faire ça dans le bon ordre. D'abord, la Commission décide de ses propositions, ensuite elles sont remises au gouvernement et ensuite on dit ce qu'on en fait. Donc il va falloir attendre encore quelques jours. Après, vous savez que moi, j'essaye de travailler rapidement et donc cette commission que j'avais proposée au Premier ministre, elle a pour objectif de faire des propositions qui seront rapidement reprises, notamment dans le calendrier de la loi de finances. Donc tout ceci n'est pas pour dans très longtemps, mais c'est pour dans quelques jours. Et cette commission, elle va travailler à la fois sur le modèle économique du point de vue des élus et sur les questions de simplification et de foncier. Mais derrière ça, la démarche que j'ai lancée qui s'appelle « Habiter la France de demain » est à mon avis indispensable pour du moyen terme. Habiter la France de demain, et ça pourrait s'appliquer à habiter l'Île-de-France de demain ou habiter le Grand Paris de demain, c'est comment on veut habiter sur le territoire. Comment est-ce qu'on résout la contradiction sobriété foncière et densité nécessaire d'un côté et volonté de plus d'espace de l'autre? Comment est-ce qu'on répond aux enjeux de mixité sociale? Comment est-ce qu'on imagine une manière nouvelle de travailler, se déplacer et habiter, et les relations entre ces différents lieux, et la place des tiers-lieux, par exemple? Comment est-ce qu'on répond aux enjeux économiques d'un côté et l'évolution de la qualité de la construction de l'autre? Et est-ce qu'il y a une résultante ou est-ce que c'est un ensemble vide? Et la politique, c'est de montrer que ça n'est pas un ensemble vide, que la somme de ces contraintes, ça n'est pas l'impossibilité de faire, que la somme de ces contraintes, c'est un nouveau modèle que nous inventons. Et pour ça, le projet du Grand Paris, c'est aussi un laboratoire exceptionnel, compte tenu de l'investissement massif en transport, compte tenu de la capacité à aménager qui va avec ce projet pour montrer qu'on sait vivre différemment. Donc, il y a un problème d'offre. Ce problème d'offre, il se résout par des mesures de court terme, mais il se résout surtout par une vision. Et le Grand Paris peut être l'occasion de porter cette vision, et c'est en ça que cette table ronde va être passionnante. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Vous restez un peu avec nous ou Je vais rester 5 minutes avec vous, mais il faut que je parte. Oui, au milieu. Oui. C'est pas grave. Nos intervenants nous rejoindront dans la foulée. Madame la Ministre, oui, ce qui a surpris il y a un an, c'était l'écart aussi de 1,10 entre les 6,7 milliards pour la rénovation et les 600 millions qui sont maintenant 1 milliard. Pour... oui, non, 1 milliard, je confonds, je m'embrouille dans les chiffres. Si, et 1 milliard pour la construction neuve. Justement, est-ce que l'argent suffira ou il y a aussi, comme vous l'avez dit, entre les lignes, un choc psychologique qu'il faut lever auprès de la population, comme le dit d'ailleurs aussi la Fédération des promoteurs immobiliers? Les micros sont désaffectés, vous pouvez y aller. Je ne veux pas monopoliser toute la table ronde à moi toute seule, hein, mais sur la construction neuve, le problème, ce n'est pas la demande. Et ce n'est pas la solvabilisation de la demande. La demande, il y en a plein. Donc, ce n'est pas principalement une question de moyens. C'est une question de modèle. Et après, c'est une question de modèle à prix maîtrisé. D'où la loi SRU, d'où le travail sur le logement intermédiaire, etc. Mais je pense qu'on est assez largement d'accord, enfin ça se discute, mais en tout cas moi je suis absolument convaincue que ce n'est pas un besoin financier du point de vue de... Enfin, c'est pas une insuffisance de demande de l'acheteur final. Et c'est pour ça que la commission Rebsamen travaille sur le modèle économique du point de vue des élus. Parce que là, en revanche, il y a un angle mort sur lequel j'espère que la commission fera des propositions et que le gouvernement les reprendra. Est-ce que ce n'était pas une erreur de supprimer la taxe d'habitation, principale ressource des communes justement pour construire? Non, ce n'était pas une erreur, et quand vous regardez le pouvoir d'achat des Français, on est au moment où les taxes foncières tombent et maintenant il n'y en a plus qu'une à la place de deux, et c'est un geste important pour le pouvoir d'achat, et il y a eu une mécanique de compensation. En revanche, on peut aller un cran plus loin, ce que fait à ce moment même François Rebsamen et les 30 personnes avec lesquelles il travaille. Bon, on n'en saura pas plus. Christine Lecomte, est-ce que vous avez une question à poser à Madame la Ministre? Oh bah, j'en ai plein, mais... Christine Lecomte, présidente de l'Ordre national des architectes. On se voit en dehors des plateaux, par exemple. On se voit, mais bon, je vais en poser une. Donc merci de m'avoir invité. C'est vrai que vous avez lancé Habiter la France de demain. Nous, on est extrêmement favorables à ce programme et je reprends, j'aurais pu parler comme vous sur ce discours-là. Donc bravo, merci beaucoup. On l'attendait depuis très longtemps.
ce discours. Maintenant, c'est vrai qu'on attend des actes. Sur le référentiel qualité-logement qui a été porté par votre ministère et par Laurent Girometti et François Leclerc, il y a eu des réponses qui nous ont paru extrêmement intéressantes, notamment au niveau des chartes. Et je pense que ça serait vraiment intéressant de pouvoir associer les architectes à la fabrication de ce référentiel de charte à la base pour pouvoir proposer aux élus de travailler sur un socle commun et que chaque élu puisse en fait s'emparer ensuite de ce socle et fabriquer une charte qui soit très en rapport avec son territoire. On va prendre des petites questions rapides aussi. Rémi Vial-Collet, directeur général adjoint de l'immobilier résidentiel chez Vinci Immobilier. Bonjour, je suis très content qu'on se pose la question effectivement de comment faire des logements de qualité. Déjà, comment faire des logements, parce que c'est un peu compliqué en ce moment, et comment faire des logements de qualité. Et notre avis, c'est, on voit effectivement qu'il faut réguler, malheureusement, parce que par exemple, les prix des logements, c'est entre 2006 et 2019, plus 158%, là où le pouvoir d'achat fait plus 58%. C'est-à-dire que ça a augmenté 3 fois plus vite que le pouvoir d'achat. Ce n'est pas les coûts de construction qui ont évolué comme le pouvoir d'achat, ce n'est pas la marge des promoteurs non plus, en déplaise à certains, c'est dans le prix du foncier. Donc le vrai problème, c'est une crise d'offre, c'est une crise du foncier, et comment on fait pour avoir du foncier qui permette des logements abordables. Jean-Philippe Dugouin, Clément, pardon, vice-président de la région chargé du logement, de l'aménagement durable et du SDRIF, le schéma directeur environnemental. Oui. Non, beaucoup de choses ont été dites. Je crois qu'aujourd'hui, indépendamment des questions conjoncturelles que vous évoquiez, qui sont réelles à l'élection municipale, on pourrait parler des cantonales, qui sont la suite et la continuité. C'est vraiment une élection, quasiment un troisième tour des municipales, au-delà de la Covid. On a deux facteurs aujourd'hui qui pénalisent lourdement la construction du logement, qu'ont pu être évoqués. Le premier, c'est un choc culturel. C'est un combat politique à mener entre une vision complètement récessive de décroissance. Enfin, il y a aujourd'hui des candidats à la candidature à la présidence de la République qui font campagne sur la thématique de la décroissance. Votre question, s'il alors vous plaît. Même... Bien, alors on va faire extrêmement court. Donc deux sujets. Le premier, la question conjoncturelle et le combat politique par rapport aux apôtres de la décroissance qui paralyse l'action locale, qui paralyse des maires. Et le deuxième sujet, c'est le lien entre une fiscalité et des ressources pérennes et le fait de construire. On en revient à la question de la taxe d'habitation. Très bien, par quoi est-ce qu'on peut la remplacer et par quoi on crée un intérêt pour les maires de construire? Marc Cagnard, premier vice-président de la Chambre des notaires de Paris. Oui, dans les approches de ces sujets, bon alors évidemment vous raisonnez au niveau national, moi je représente les notaires du Grand Paris, dont on a un raisonnement qui est plus centré sur l'Île-de-France. On a quand même le sentiment que pour pouvoir résoudre les sujets qui se présentent sur le logement, notamment l'Île-de-France, il y a une question de changement d'échelle dans les solutions qu'on peut apporter et ne plus raisonner uniquement au niveau d'un logement ou d'un bâtiment, mais plus largement au niveau d'un quartier, voire de plusieurs bâtiments, et de croiser un petit peu les synergies pour arriver à quelque chose. Est-ce que vous avez sur ce sujet-là des idées? Nous, on en aura quelques-unes à vous soumettre. Je vais peut-être rebondir sur cette question qui fait aussi écho à celle de Christine Lecomte. Je pense qu'en particulier dans le Grand Paris au sens large, l'arrivée massive de moyens de transport, les 68 gares, ça doit vraiment nous mener à avoir des réflexions collectives à la bonne échelle autour des gares et à une échelle plus grande qui peuvent être les EPCI ou les EPT pour essayer de penser le développement et l'accueil de nouveaux logements et de nouveaux habitants dans une politique vraiment concertée. Je pense qu'on manque d'un outil de concertation qui permette d'avoir ces discussions sur où on veut aller, comment est-ce qu'on imagine le quartier ou la ville, et en général, enfin en tout cas en région parisienne, c'est rarement à l'échelle d'une commune, c'est très vite intercommunal, c'est pas toujours à l'échelle de l'EPT, parce que l'EPT parfois est grand, et donc ça peut être plus petit que les établissements publics de territoire, et ça peut être l'occasion où on met tout sur la table en même temps, les possibilités foncières, y compris celles qui sont portées par les établissements publics. Je pense à l'EPFIF en particulier. L'établissement public foncier de l'Île-de-France. L'établissement public foncier de l'Île-de-France ou les établissements d'aménagement qui, dans certains cas, sont aussi porteurs de terrain. Ça peut être l'occasion de se mettre d'accord sur des chartes. Et ça peut être l'occasion de retravailler vraiment le lien logement, transport, activité économique.
Et on aura besoin d'un cadre un peu plus contractuel sous une forme ou sous une autre, dans laquelle on vérifie qu'on aligne tous les outils, surtout quand les collectivités sont parfois délégataires des aides à la pierre. Et ça, on n'est pas allé tout à fait au bout. Sur les chartes, c'est une discussion qu'on a commencé à avoir avec Christine Lecomte, moi je suis plutôt favorable aux chartes, sous réserve qu'elles ne réinventent pas 5 fois, 10 fois, 15 fois, 25 fois, 150 fois, 270 fois, etc., des variations autour de la même idée de la qualité et de l'acceptabilité. Qu'elles soient contraignantes, sinon ça n'a pas d'intérêt. Le référentiel Girometti-Leclerc, il peut avoir comme intérêt d'être la base de la réflexion sur la qualité. Qu'après, un territoire décide de prendre la totalité, une partie, bon, évidemment c'est son choix, mais qu'au moins on ait des outils communs qui permettent à ceux qui construisent, là pour le coup je pense aux promoteurs, de ne pas avoir à refaire totalement leur cahier des charges de promotion parce que ils sont passés d'une frontière communale à une autre, d'une frontière départementale à une autre. Et donc ça, je crois que c'est extrêmement utile. Sur la bataille culturelle, j'en ai parlé dans mon introduction, je pense qu'on partage. C'est une vraie bataille culturelle, y compris c'est une bataille d'hospitalité, c'est une bataille contre le malthusianisme, c'est vraiment une bataille politique et je crois qu'il faut la prendre comme ça. Ça n'est pas qu'un sujet mécanique. Bien sûr, il y a des tas de mesures techniques, on en a prises beaucoup dans Élan, on est probablement prêt à en reprendre si nécessaire, mais derrière les mesures techniques, il y a vraiment la question de savoir si on a envie d'avoir un projet commun dans lequel il y a un développement. Et sur le modèle économique, la taxe d'habitation elle-même, elle s'ajuste au nombre d'habitants quand même. Donc je ne veux pas laisser dire que la taxe d'habitation, elle est compensée en valeur absolue sans aucune prise en compte du nombre d'habitants. Ce n'est pas vrai, il y a un ajustement tous les 3 ans. Après, est-ce qu'on peut faire mieux ? Là, vraiment, je reviens à mon point précédent, rapport demain et récupération des propositions et donc position du gouvernement rapidement après le rapport. Mieux en général sur le logement et mieux en particulier sur le logement social. Parce que le logement social est un moteur important. On est très en retard sur le logement social en Ile-de-France. On a un objectif à 32 000 agréments ou 37 000, je ne sais plus, et on a des difficultés. 37 000. 37 000, c'était l'objectif de l'année dernière. Je crois que cette année, c'est 32, mais j'en suis pas sûre à 100%. Peut-être à cause du... et en tout cas, on n'y est pas. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour se redonner un objectif ambitieux de logement social au-delà de la loi SRU, notamment parce que le logement social tire un certain nombre de programmes par ailleurs. Quant à la maîtrise du foncier, c'est probablement le sujet de politique publique le plus difficile dans cette politique du logement. Je ne crois pas vraiment à un système administré de prix du foncier, mais c'est vrai que tous les mécanismes sont inflationnistes sur le foncier. Probablement que le foncier public et parapublic pourrait jouer un rôle de modération beaucoup plus grand que ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc là, c'est un chemin sur lequel je pense qu'il faut qu'on retravaille pour qu'on porte suffisamment d'opérations à prix maîtrisé et avec du foncier public ou parapublic qui permettent d'éviter qu'on soit toujours dans cette surenchère. Le fonds Friche a été une des réponses opérationnelles qui permet de boucler des opérations qui ne serait pas possible parce que le prix du foncier, notamment le prix du foncier à dépolluer ou à reconstruire, est trop important. Mais d'une certaine manière, ça part du principe qu'il faut boucler une opération en rajoutant de l'argent. Donc la question d'éviter la bulle foncière, c'est probablement la question sur laquelle il faut qu'on retravaille encore un peu. Merci Madame la Ministre. Je crois que vous devez nous quitter déjà. Mais merci d'avoir pris le temps. Vous retrouverez aussi les documents des notaires dans les salles. Je vous laisse continuer cette discussion. Merci. Merci. Rémi Vial-Collet, justement, directeur général adjoint de l'immobilier résidentiel et des régions chez Vinci Immobilier. Madame la ministre n'a pas encore prononcé l'expression, mais elle le dit tout le temps en ce moment, c'est le recyclage urbain. La pérennisation du fonds Friche qui a été annoncée par le président Macron lors des nouvelles assises d'Action Cœur de Ville, c'est la solution aujourd'hui pour construire du logement faute de foncier et dans le contexte climatique qu'on connaît ? La question, c'est est-ce qu'on a le choix, en fait Pas vraiment, on dirait. Voilà. Chez Vinci Immobilier, on a la conviction que le recyclage urbain, ça nous permet effectivement d'avoir des fonciers en travaillant des friches industrielles, les immeubles du bureau obsolètes,
et ça permet donc d'avoir de l'offre là où c'est tellement compliqué d'en avoir parce que on est sur des projets qui sont peut-être plus acceptables pour les riverains et donc les élus ont peut-être moins de difficultés à faire passer les autorisations par exemple, ou qu'une densité qui existe déjà quand on vient à réhabiliter un immeuble. Et c'est aussi l'occasion de faire rentrer la nature en ville, hein, parce qu'on a par exemple chez Vinci Immobilier en 2015 racheté des fonciers d'EDF pour réaliser l'opération Universaine qui porte une partie du village des athlètes. Et sur cette opération, par exemple, 64 000 m² de terrain, on vient renaturer le site à hauteur de 20%. On a acheté en 2019 50 sites au niveau national, dont 3 en Ile-de-France à Engie, avec Brownfields. Et sur ces opérations, on peut faire rentrer la nature en ville, revégétaliser, construire de manière exemplaire, et c'est des opérations qui passent effectivement mieux au niveau des riverains. Alors par contre, c'est toujours des opérations qui coûtent très cher. Vous êtes associé à un dépollueur qui s'appelle Valgo sur le sujet aussi, qui vous aide. Oui, tout à fait. C'est le deuxième. Qui vous aide à aussi maîtriser ces opérations. Oui, il y a des vrais enjeux de pollution. On s'est doté d'expertise en interne maintenant aussi sur le sujet. Mais encore une fois, il faut que vraiment qu'on... Il y a la question du foncier, mais il y a la question de l'autorisation de construire. C'est-à-dire que même sur des sites difficiles, on a 3 en Ile-de-France sur Engie, les maires, certains maires butent encore à nous laisser construire. Et ce qu'on demande, nous, chez Vinci Immo, c'est de pouvoir venir présenter les solutions. On a des solutions sur le bas carbone, des solutions sur la biodiversité. Les logements sur la partie du village des athlètes ont été conçus pour être confortables en réglementation, enfin, en confort thermique, l'été et l'hiver avec des températures 2050. Le sujet, c'est surtout l'été, hein, je vous assure, et ça, c'est nouveau. De toute façon, vous n'aurez pas le choix avec la RE 2020 qui insiste aussi sur ce confort d'été. Oui, mais pas à cette exigence-là. Christine Lecomte, justement, vous êtes une défenseuse du ménagement urbain. Tout ça, ça va dans le bon sens pour vous, du coup ? En fait, on est quand même à un moment un petit peu spécial là, en 2021 avec des enjeux environnementaux extrêmement forts. Si on reprend un chiffre très simple, aujourd'hui en Ile-de-France, 75% des déchets proviennent encore du BTP et des infrastructures. Autant dire qu'on peut presque ne plus trier chez soi si les acteurs de la construction, on arrivait à faire autrement. C'est énorme. Et il y a un an, il y a beaucoup d'entreprises qui ont lancé le booster du réemploi, justement. Et bien justement, donc, c'était il y a un an. On sait que tout met du temps dans nos domaines. Donc aujourd'hui, on doit vraiment aller dans cette direction-là. Et cette direction-là, elle consiste notamment à être de plus en plus créatif pour construire avec moins de matière. Et on se retrouve aujourd'hui avec une pénurie de matériaux post-Covid qui est quand même assez fort sur les prix. On pourrait en revenir. Moi, j'ai vu encore hier plus 400% sur certaines structures bois. Ça pose question parce que ça ne va pas durer 6 mois. Ça va durer un petit peu plus que 6 mois. On ne peut pas se voiler la face. Donc, on va être obligé d'être créatif sur nos manières de construire. Et on va être obligé aussi peut-être de s'occuper un peu plus de l'existant, du déjà là, de considérer un petit peu ce qui est construit. Peut-être aussi de diminuer, et là j'avais déjà fait cet appel l'année dernière à l'ANRU, je pensais le faire à Monsieur Klein aujourd'hui directement, mais c'est pas grave. Arrêtons de démolir. Je prendrai encore une fois l'exemple. Vous aurez rétorqué le contraire. Non mais voilà, il m'aurait rétorqué le contraire, mais progressivement on arrivera à comprendre que la démolition, comme on le voyait dans les années 2000, qui était un bon équilibre pour un réemploi et une mixité urbaine, aujourd'hui elle questionne sur les efforts en termes d'écologie qu'on a. Effectivement, ça nous paraît du plus long terme, mais ça n'est pas du plus long terme. Donc la question aujourd'hui, par exemple, quand on voit une cité-jardin comme la Butte Rouge, la Châtenay-Malabry, c'est comment peut-on se permettre d'imaginer en démolir alors que les bâtiments sont qualitatifs. On peut très bien imaginer une phase supplémentaire et densifier cet espace. On ne peut absolument pas imaginer démolir pour reconstruire sur quasiment les mêmes empreintes, les mêmes surfaces. Donc il y a un moment où il faudra qu'on passe ce cap, de s'intéresser beaucoup plus et de considérer ça. Nous, on essaye de travailler notamment avec les promoteurs immobiliers pour favoriser en fait le réemploi des bâtiments. On a même des architectes qui savent le faire avec des structures de parking en hauteur et qui savent faire du logement à partir de ça. Donc, laissons cours à la créativité, à la création. Dans des temps de crise, c'est extrêmement important. En gros, utilisons plus de matières grises et moins de matières premières. À vous écouter aussi, il faut transformer davantage l'existant. Il faut le transformer. C'est pas avec 5 projets dans la ville de Paris qu'on va transformer les bureaux en logement.
Voilà, il faut transformer massivement. Transformer, ça ne veut pas dire rénover, ça veut dire qu'on peut réemployer, recréer. Et ça, en fait, c'est aussi un acte d'architecture. Donc tout à l'heure, quand on parlait aussi de la confiance des citoyens envers la ville, en fait, les citoyens, ils veulent une ville qui ne soit pas standardisée. Ils veulent aussi retrouver un espace, de l'atmosphère, un endroit qui soit le leur et qui ait une identité. Et donc tout ça, en fait, ça se crée à travers l'histoire aussi du bâti. Et donc, ce n'est pas en faisant tabula rasa qu'on y arrive. Donc, quand on travaille sur les friches, etc., on sait qu'on va réutiliser l'existant, mais aussi dans les opérations en rue et aussi dans le diffus, évitons de démolir et reconstruisons à partir de l'existant. On enverra la vidéo à Olivier Klein qui est retenu à Bobigny pour la venue du Premier ministre et une flopée de ministres pour le bilan lancé par son prédécesseur, l'État fort en Seine-Saint-Denis. Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui avait remplacé Olivier Klein au Débeauté, je vous en remercie. Soyons honnêtes, maire de Ménécy dans l'Essonne, vice-président de la région Île-de-France chargé du logement, de l'aménagement durable et du STRIF, schéma directeur environnemental, ce schéma cadre. Et j'ai oublié, depuis aujourd'hui, je crois, depuis tout à l'heure, juste avant, vous êtes le nouveau président de l'établissement public foncier d'Île-de-France, l'EPFIF, dont a parlé la ministre, de GPA, Grand Paris Aménagement, et de l'ancien IAU, Institut d'aménagement et d'urbanisme, Institut Paris Région. Vaste programme, donc c'est à vous. C'est vous qui allez créer les filières des matériaux biosourcés. Je pense aux chanvres chez vous dans l'Essonne ou même en Seine-et-Marne. C'est à vous de relever le défi. Oui, alors vous me prêtez beaucoup. L'EPF, il faudra attendre cet après-midi, et GPA, si les administrateurs le décident, dans une quinzaine de jours. Quant à Olivier Klein, il est irremplaçable et je n'ai aucune vocation, aucune prétention à chercher à le remplacer. J'ai suffisamment d'amis comme ça, d'éviter de me rajouter. Non, on a un sujet majeur sur l'Île-de-France, c'est comment soutenir la construction et comment construire différemment. Comment ensemble construire également des filières. Parce que quand on parle, et vous l'évoquiez, de la question du biosourcé, on a aujourd'hui un tirage mondial sur les matières, vous l'évoquiez sur le bois, où on est sur des explosions totales des prix, et également sur des retards de commandes extrêmement importants, c'est-à-dire qu'on a un double impact. On a un impact coût pour les porteurs de projets, mais on a aussi un impact calendaire avec ce jeu de cubes qu'on connaît tous, de chantiers qui sont liés les uns aux autres, de corps de métier qui sont interdépendants les uns des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne mesure pas encore le poids de cette pénurie mondiale qui est sans aucune commune mesure avec ce que nous avons tous pu connaître, c'est-à-dire en gros être amenés à vivre les uns ou les autres dans nos responsabilités depuis une trentaine d'années. On a structurellement une question en France et en Île-de-France qui est l'adaptation de nos filières. L'Île-de-France, c'est très intéressant quand on le regarde, c'est une région qui fait plus de 30% du PIB national, mais qui 32. consomme 80% de ces matières franciliennes qui viennent de l'extérieur de ses frontières, pour moitié de la France, pour moitié de l'étranger. Et l'un des sujets que nous portons aujourd'hui à la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, avec l'ensemble des acteurs, c'est essayer de nous autonomiser. Alors on ne sera jamais, au vu du niveau d'activité, du niveau de chantier, qui est sans comparaison avec ce qui peut se faire ailleurs, une région complètement autonome, mais ça veut dire travailler sur ces filières. Vous évoquiez le chanvre, on a le cas en Essonne avec Gatti Chanvre qui vient d'être sauvé, on pourrait parler de Planète Chanvre également en Seine-et-Marne, on a la structuration de la filière paille, où aujourd'hui on a encore des carences absolument terribles, alors que pourtant il y a une demande de la part des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre. On a la question du bois, où la filière bois française commence à être structurée, mais on a encore en Île-de-France un potentiel forestier énorme, 26% du territoire qui est forestier, mais une véritable question sur l'exploitation. Et puis quel type d'exploitation? Parce que selon l'exploitation qu'on fournit, on n'est pas forcément sur des logiques extrêmement vertueuses non plus. Et il y a un chantier absolument colossal qui est celui de la récupération. Alors vous évoquiez éviter de démolir quand on peut le faire. Alors tout se pose quand on est sur certains quartiers qui font l'objet de programmation en rue, où il y a la question entre l'exigence écologique d'un côté et le poids sociologique d'un passé que certains élus ou certains habitants peuvent vouloir rompre. Et où en fait c'est la question de l'équilibre entre les deux qui peuvent se jouer. Mais au-delà même de la rénovation, de la réhabilitation plutôt que la démolition, se pose la question de la réutilisation des matériaux de déconstruction. Sur ce sujet-là, on a des progrès colossaux à faire. Oui. Christine Lecomte, je vous voyais un peu tiquer.
Oui, mais on en reparlera sur Châtenay-Malabry, c'est un vrai sujet, puisque l'enquête publique a montré que 80% des gens étaient contre cette démolition et l'avis n'a pas été suivi. Donc il y a un réel sujet. Mais On invitera le maire de Châtenay la prochaine fois. Par rapport, oui, très bien, ça m'ira. Qui est aujourd'hui président des Hauts-de-Seine. Monsieur Dugoin-Clément a raison sur la question des filières. Trouver un moyen que les filières soient tracées en Île-de-France entre les agriculteurs qui produisent, les concepteurs qui peuvent prescrire et les maîtres d'ouvrage qui sont en demande, c'est un vrai sujet, c'est un réel sujet de faire cette architecture en circuit court. Vous auriez dit rester président de la Chambre régionale Île-de-France Non, à défaut de prendre la Chambre nationale. Non, L'Ordre des architectes d'Île-de-France a créé un comité de liaison des matériaux biosourcés il y a 3 ans, dans lequel la région vient en auditeur libre. Et en fait, je pense qu'il faut que vous travailliez plus en relation avec eux, parce qu'il y a un vrai sujet justement aussi pédagogique pour développer ça. Et sur la question de la paille, oui, on a un besoin d'entreprises. On a des producteurs, on a des architectes qui savent faire, mais on manque d'entreprises qui aient le savoir-faire. Oui, en fait, c'est un vrai sujet culturel et d'adaptation de filière. Quand on parle de la paille ou du chanvre, on est sur le monde agricole. Et on quitte le monde agricole pour rentrer dans une logique industrielle. Et ce qui est extrêmement compliqué, très concrètement, c'est d'avoir la passerelle et l'accompagnement entre les deux. C'est un peu tout l'enjeu de ce qui est porté aujourd'hui. Alors sur la région, on va être amené effectivement à travailler sur la structuration de cette filière. On est aussi sur une logique de soutien et d'amorçage aux projets vertueux. Quand on prend par exemple les quartiers innovants écologiques, on vient de doubler les montants d'intervention potentiels de la région sur des quartiers qui privilégient le biosourcé ou le matériau de récupération par rapport à des matériaux créés ex nihilo, à de la construction traditionnelle. Donc on a aussi ces sujets-là. Et puis peut-être quand même un point important, c'est je pense qu'on ne s'exonérera pas de la recherche et notamment de ce qui peut être fait en matière de progrès sur des matériaux traditionnels qui vont continuer à être utilisés pour partie. L'objectif est d'en faire diminuer la part, mais sur lesquels on peut parfaitement arriver à les diminuer leur coût carbone et leur bilan carbone en attendant d'avoir un ajustement de la filière. Marc Cagnard, vous venez de remettre vos 30 propositions à la ministre du Logement. Je ne vous demande pas de nous citer les 30, mais de nous dire un peu quelles sont vos idées justement pour sortir de cette double crise qu'on évoque depuis tout à l'heure. Oui, alors, si on reprend le thème de la table ronde, quand même, c'est une question très politique qui est posée. Le notaire, ce n'est pas un acteur politique. Vous êtes officier public. Exactement, mais on n'est pas des acteurs politiques. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on contrôle la légalité des conventions qu'on reçoit tous les jours. C'est-à-dire qu'on vérifie que la norme qui est la loi, les décrets et ainsi de suite est correctement appliquée. Mais on est aussi des collecteurs d'impôts. On estime qu'on collecte environ 8 milliards d'euros par an au niveau des notaires du Grand Paris, c'est-à-dire 3 000 notaires et leurs 10 000 collaborateurs, avec un coût pour la collectivité de 0, puisque on le collecte, que ce soit les droits de mutation à titre gratuit, les droits d'enregistrement, les plus-values immobilières. Bon. On est aussi, je pense, des observateurs privilégiés de toute la chaîne immobilière, parce que finalement, on rencontre tous les acteurs de la chaîne, que ce soit les élus, les promoteurs, les aménageurs, les acquéreurs, les vendeurs, les locataires, ainsi de suite, les syndics, les banquiers, on rencontre tout le monde. Et avec cette expertise, ce poste d'observation privilégié qui est le nôtre, on s'est dit que pour contribuer à la réflexion, on allait ouvrir un groupe de travail et commencer par faire une première étape dans la méthodologie, c'est déjà de recenser ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été proposé et de vérifier ou de regarder si on peut reprendre à notre compte certaines des propositions, parce que si elles sont intelligentes, il n'y a pas de raison de ne pas les reproposer. Et une fois qu'on a fait ce travail de recensement, on a ensuite consulté un certain nombre d'acteurs de la chaîne immobilière, des experts, des sachants qui avaient une hauteur de vue et à qui on a présenté nos propres propositions pour les soumettre un peu au feu et voir un petit peu comment on réagissait par rapport à ces idées. Et ensuite, le travail, ça a été de finaliser en faisant une synthèse de ce travail et d'organiser les 30 propositions sur 5 axes différents. Alors, on peut en parler de certains, mais bien évidemment, comme on l'a constaté depuis ce matin, on n'arrête pas de le dire, on ne produit pas assez de logements neufs en Île-de-France. Ça suppose qu'on agisse sur l'existant, et là, on rejoint tout ce qui a déjà été dit, et puis aussi qu'on réfléchisse aux problèmes de réversibilité et de modification des usages. Là, on a des vrais problèmes, et ça, tous les notaires que vous pourrez croiser vous le diront, on a des vrais problèmes sur ces questions
de transformation des usages ou des destinations des immeubles. Et c'est vraiment des sujets très très complexes. Et là, on a des propositions à faire pour faciliter justement la transformation de l'existant. Oui, parce qu'à écouter la ministre, tout va bien, les normes sont allégées, on commence à déréglementer, tout va bien. Et en fait, non. Non, il y a mieux à faire. On peut toujours améliorer les choses. Et là, on a une trentaine de propositions, dont certaines qui visent justement la transformation des bâtiments. Mais pas seulement, on a aussi des propositions, par exemple, sur reconsidérer la façon dont on approche traditionnellement le droit de propriété pour permettre justement au plus grand nombre de pouvoir accéder à un logement digne de ce nom et d'envisager d'autres modes d'acquisition ou d'accès au logement, le bail réel solidaire, la flexi-propriété. Tous ces outils existent et dans quelle mesure on ne pourrait pas les faire passer d'un stade expérimental à quelque chose de plus répandu. Les faire davantage connaître peut-être. Pardon ? Les faire davantage connaître. Exactement. Et en actionnant tous les leviers sur lesquels on pense pouvoir agir, je pense que globalement on doit pouvoir produire un effet qui devrait résoudre une partie du problème de l'offre de logement aujourd'hui en Ile-de-France. Vaste programme. Rémi, via le collège justement... Ceux qui sont en face de vous, c'est quand même les élus et les riverains. Donc, comment on travaille à rendre cette production acceptable? Et je vais même vous poser une autre question. En préparant cette table ronde, Christine Lecomte m'a dit, mais quand est-ce que les promoteurs vont aussi rénover des logements existants? Vous l'avez un peu formulé comme ça. Juste pour répondre sur les modes innovants d'accéder à la propriété, le BRS, la flexi-propriété, les offres de démembrement. Effectivement, en zone tendue, c'est des bons outils pour permettre à des gens d'accéder au logement avec des prix bas. Mais pour moi, c'est malheureusement un pansement et je ne vais pas revenir sur la crise de l'offre, parce que le seul moyen de faire baisser le prix du logement, c'est d'en produire. Voilà. Donc, concernant les volontés publiques et politiques, moi j'entends les chartes, c'est une très bonne idée, que la réglementation s'applique à tous, c'est très bien. Simplement, je rappelle qu'il y a des PLU et que les élus n'appliquent pas forcément leur PLU. Et donc il faut juste que tout le monde se mette autour d'une table en disant notre volonté commune c'est quoi? C'est effectivement travailler la réversibilité des bâtiments. Et pour travailler la réversibilité des bâtiments, il faut pouvoir construire un peu plus haut parce que vous allez mettre vos parkings à des étages qui pourront devenir autre chose après quand il n'y aura peut-être plus besoin de voitures et vous n'allez pas les mettre en sous-sol par exemple. Et donc aujourd'hui, si vous faites ça, vous perdez un niveau constructif sur un projet où le maire vous avez peut-être fait déjà sauter 2 niveaux. Donc vous voyez que ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut, c'est un vrai dialogue constructif. Il y a des solutions. Sur le carbone, effectivement, il y a les filières des biosourcés. Le béton n'a pas dit son dernier mot non plus. Il y en a de moins en moins. Il va être de moins en moins carboné. Sur le site du village olympique, on a toutes les solutions en laboratoire produites. Donc le bois, le biosourcé, le bas carbone, l'ultra bas carbone. Donc on vous dira ce qui marche le mieux dès qu'on l'aura fini. Christine Lecomte, d'après la lettre A de ce matin, d'ailleurs le syndicat français de l'industrie cimentière veut faire des requêtes au Conseil d'État sur la RE 2020. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, quand on crée un label béton bas carbone, qui en fait utilise le laitier des hauts fourneaux et qui du coup ne prend pas dans l'analyse du cycle de vie tout ce qui se passe avant que le laitier existe, ça questionne. C'est-à-dire les déchets des aciéries, oui. Voilà, exactement. Donc la question aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est vraiment, c'est pour ça que je parlais d'un moment, nous ça fait 1 an qu'on demande des états généraux du logement en fait. Ça fait un moment qu'on se dit que oui, on peut se parler, etc., mais il y a quand même un coût de portage qui est gros, avec des assurances qui sont lourdes. Il faut faire venir les assureurs autour de la table. Oui, je pense qu'il faut faire venir les banquiers, les assureurs autour de la table, parce qu'aujourd'hui, on est sur le foncier. On est tous en train de se dire le foncier est un levier, et c'est vrai. Et c'est vrai, moi je porte aussi les coopératives d'habitants, de logement, je pense que c'est un vrai... mais on a aussi le portage qui prend quand même un volume important dans le logement. Et quand on regarde les coûts de construction, par contre, on est plus bas que nos voisins européens. Donc c'est pas là-dessus qu'on va réussir à gagner beaucoup. Sauf que moi, je me dis, avec une pénurie des matériaux, ça pourrait augmenter ce coût-là. Donc, où est-ce qu'on va trouver la bascule dans le bilan économique global d'une opération? C'est pour ça qu'à mon avis, on a besoin de se parler autour d'une table assez simplement, en posant les problèmes de chacun sur la table. Pourquoi est-ce que chacun agit comme ça, finalement, dans le domaine, et quels sont les leviers qu'on pourrait voir? Parce que sinon, on n'y arrivera pas. On va chacun défendre une chapelle. C'est un peu le cas déjà.
Est-ce que c'est pas aussi un problème d'industrialisation de la construction? Il y a eu le rapport Rivaton-Michel là-dessus. Aujourd'hui, on construit encore un peu de façon artisanale. On construit toujours de la même manière depuis des décennies. Non, mais de toute façon, on ne va pas du tout construire pareil au XXIe siècle, dans les années qui viennent. Enfin, c'est évident. Déjà, il faut qu'on fasse peut-être plus attention effectivement à une préfabrication liée aussi à la construction existante. C'est-à-dire, ça ne sera pas de la standardisation, ce qu'on va préfabriquer hors site. Ça va être des éléments qu'on va pouvoir venir rajouter, qui vont peut-être faire des chantiers plus propres. Donc tout ça, ça va évoluer. En fait, on pourrait être aux prémices, et notamment la RE 2020 le fait, mais on pourrait être aux prémices d'un changement de culture de construction globale. Notamment parce qu'on va devoir effectivement déconstruire, stocker, réemployer. Ça, déjà, même dans la conception, un architecte et un promoteur ne réagit pas comme ça. Là, on sera obligé de regarder le stock, de concevoir à partir du stock, et d'aller construire à partir du stock existant. Donc c'est une inversion de pensée qui va demander énormément de matières grises pour peu de matières premières, comme je disais tout à l'heure. Donc si on est un peu prospectif, évidemment, c'est pas demain matin, hein, on est bien d'accord. Faites-nous rêver un peu. Pardon ? Faites-nous rêver un peu. Ah bah, je vous fais rêver. Non, je vous fais pas rêver. Je me dis avec des idées, des projets. Bah, c'est ce que disait Edward Arkwright tout à l'heure. Je préfère un projet qui fait rêver les gens. Non, bah, l'idée qui fait rêver les gens, c'est effectivement qu'on peut éviter de se dire que chaque chose qu'on construit, on va le démolir et on va refaire table rase. On a quand même des histoires sur ces lieux-là. Tout à l'heure, je vous parlais de cette histoire du parking dans le cœur de Paris qui a été réhabilité par Encore Heureux. Donc ils en ont fait des logements. Mais du coup, les hauteurs sous plafond ne sont pas du tout les mêmes que ce qui est dans un logement, on va dire, standard de promotion. Ils ont réussi à faire des volumes qui créent une atmosphère, qui donnent des orientations. Les logements sont traversants, il y a des extérieurs pour chaque logement. Tout de suite, on est dans une architecture qui a su s'emparer de l'existant et qui a su créer une identité. Et en fait, c'est là où, si on veut être positif par rapport à toute cette pénurie de matériaux, ces émissions de gaz à effet de serre de notre milieu, etc., c'est de se dire que la création peut nous aider à trouver des nouvelles manières de bâtir et à créer des nouvelles villes à partir de l'existant. Et franchement, quand on considère ce qu'on a et qu'on arrive à le réparer et en faire mieux, on est tous fiers. Moi, ça me rappelle mon vélo quand j'étais petite. Donc, si on arrivait à le faire sur la ville, en se disant, bah voilà, soyons créatifs ensemble et travaillons sur quelle ville on veut, quel habitat on veut, quelles atmosphères on veut. Oui, il y a un changement de culture à faire parce qu'il y a eu une politique de l'aménagement et du logement qui n'était pas une politique de l'habitat, qui était une politique extrêmement individualisée. On a aussi favorisé dans les années 80 la maison individuelle, etc. Aujourd'hui, on est obligé de se recentrer vers une densité. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, il faut qu'on apprenne à créer du commun. Et ce commun, en fait, ça demandera à tous de faire évoluer nos modes de faire. Jean-Philippe, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Jean-Philippe Dugoin-Clément, soyez créatif, la région est aménageuse du territoire. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? La région, l'aménagement que nous portons, c'est au travers du SDRIF. Ce SDRIF schéma que directeur. nous voulons transformer en SDRIF environnemental, c'est-à-dire les règles d'urbanisme, nous voulons en faire un document qui contraigne à l'intelligence, qui contraigne à l'imagination. Quand on parle des objectifs que nous portons, zéro émission nette, zéro déchet net, c'est-à-dire cette logique de région circulaire, de réemploi, de réutilisation, de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire comment est-ce qu'on compense, comment est-ce qu'on accompagne une densification, comment est-ce qu'on réfléchit une région où l'aménagement ne se fait plus uniquement par extension urbaine, en avançant, ce qui s'est fait depuis des décennies. Ça a été plus rapide, ça coûtait moins cher, c'était plus facile. Donc le réflexe humain naturel, c'est comme celui d'un fleuve, c'est d'avancer au plus facile. Eh bien, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est accompagner l'ensemble des acteurs, essayer de les titiller, de les pousser à essayer de réinventer cette ville sur la ville. Comment est-ce qu'on reconstruit ? Comment est-ce qu'on réaménage? Comment est-ce qu'on réemploie la ville? Et comment, au fond, est-ce qu'on sort d'une logique de développement qui s'est fait en 2D pour aller vers une logique en 3D? Un petit mot très rapide, Marc Cagnard, mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de continuer à réfléchir ensemble. Les propositions, elles sont là pour ça, c'est pour participer au débat. Et évidemment, ça va être diffusé très largement. Et il y a des événements qui vont venir. Dès le 19 octobre, on a un colloque qui est organisé avec le Grido
pour justement confronter ces propositions émanant des notaires du Grand Paris avec les autres acteurs de la chaîne immobilière, que ce sont les promoteurs, les architectes, et donc c'est ce travail intellectuel qui, je pense, est de nature à faire avancer les choses aussi. Super, merci à vous quatre. Merci beaucoup.